C'était un poète, mais son journal ne contenait aucune rime, seulement de la peur, des secrets et l'attention de Miss Marple. Bienvenue dans Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave. Dites bonjour dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous écoutez. Chaque note de votre part ajoute du charme au mystère. Commençons. Le village de Little Withensford était précisément le genre d'endroit qui invitait à la comparaison avec une théière bien entretenue, rond, propre et fumant tranquillement de pensées inexprimées. Niché au milieu de haies vallonnées et de ruelles pavées, il n'avait pas connu de scandale majeur depuis que le vélo du vicaire avait été retrouvé abandonné et légèrement plié près de la mare aux canards en 1932. Même cela avait fini par être dû à des freins défectueux et à une oie mal placée. C'est pourquoi la fête estivale de la poésie au manoir de Fairley a été accueillie avec tant d'enthousiasme. Le nouveau locataire du manoir, M. Sebastian Levington, professeur de littérature à la retraite et poète autrefois publié, avait relancé la tradition après 15 ans d'interruption. Des affiches avaient été placardées à l'épicerie et à la salle paroissiale, les couvre-théières avaient été dépoussiérées, et plusieurs recettes de confitures avaient fait l'objet de vifs débats. À Little Withensford, on n'organisait tout simplement pas d'événements publics sans au moins 3 variétés de confitures. Miss Jane Marple, confortablement installée à Stourfield House pour une visite estivale chez l'amie de sa nièce, avait gracieusement accepté l'invitation. Elle était assise, vêtue de lilas, un petit brin de romarin épinglé à l'épaule, en souvenir, dit-elle à la femme du pasteur perplexe, sirotant de petites gorgées de thé et observant les événements avec ce regard perçant, celui d'un oiseau, qui donnait souvent aux gens l'étrange impression d'en avoir dit plus qu'ils n'en avaient. Dit. Sous le grand chapiteau, les banderoles claquaient joyeusement et les concours de rimes suscitaient des rires polis. Mais c'était M. Levington lui-même qui attirait le plus l'attention, non pas à cause de sa beauté patinée ou de son gilet en tweed, mais à cause de ses manières particulières. Il avait insisté pour lire des extraits de son nouveau recueil de poésie, fragments de pensées non rimés, avec la solennité d'un service funèbre. Et ainsi, conclut-il d'une voix rauque à cause de la fumée de pipe et de la déception, nous nous retrouvons non pas en rime, ni en maître, mais simplement en pause. Il y eut un bref silence révélateur. Puis vinrent quelques applaudissements polis, rapidement repris par Madame Penelope Brown, assise la plus proche et qui avait le plus fort sentiment d'obligation sociale. Ce n'est qu'après que la limonade ait été servie et que le cordial de fleurs de sureau ait été épuisé que les ennuis ont commencé. Le jeune Thomas Quince, le fils du sous-jardinier, remonta en titubant la colline en pente derrière le chapiteau, les joues rouges et les yeux ronds comme des groseilles à maquereaux. « Monsieur Levington, il ne se réveille pas », lâcha Thomas en tirant par la manche Monsieur Featherstone, le magistrat local. « Il est dans la folie, il est assis là comme une statue de cire. » Cette phrase, comme une figure de cire, a parcouru les invités rassemblés comme une brise, faisant bruisser les cordes du chapiteau. En un instant, un groupe de villageois inquiets suivit le garçon sur la colline et dans la folie de pierres encombrées de lierre. Là, assis sur une chaise en fer forgé, se trouvait Sebastian Levington. Ses yeux étaient ouverts mais flous, sa bouche légèrement entr'ouverte et sa main droite posée sur un petit journal relié en cuir. Il aurait pu paraître perdu dans ses pensées sans ce silence absolu et artificiel. On appela le médecin et la fête commença à se dissoudre en grouillant de murmures. Miss Marple, arrivée quelques minutes après les autres, jeta un regard discret et murmura « Aucun poète n'aurait laissé son dernier couplet inachevé ». Le décès, lors de l'annonce officielle, fut attribué à des causes naturelles. « J'ai une rupture aortique », dit le docteur Wickham, l'air vaguement troublé. Malgré cela, des murmures s'élevèrent. Quelques invités se souvinrent du ton étrange du dernier poème de M. Levington. Un ou deux se souvinrent d'un récent désaccord concernant les droits de publication de ses œuvres antérieures, et chacun avait son avis sur le mystérieux
Journal qu'il tenait à la main, qui, selon Thomas Quince, avait été verrouillé lors de la découverte du corps, mais qui était maintenant ouvert, ne laissant apparaître qu'une seule ligne griffonnée. Si cette page est lue, la rime est morte. Miss Marple, qui sirotait encore du thé à l'écart des spéculations, joignit simplement les mains et regarda la folie avec un petit froncement de sourcils presque affectueux. « Il y a quelque chose qui cloche vraiment dans ce journal, » dit-elle, doucement, sans s'adresser à personne en particulier. « C'est une vérité bien connue, du moins parmi les femmes les plus perspicaces de St. Mary Mead, que la tragédie dans un village ne se propage pas comme une traînée de poudre, mais comme une pâte qui lève, lentement d'abord puis d'un seul coup. À Little Whitensford, ce principe s'est vérifié. Dans les 2 heures qui ont suivi la mort prématurée de Sebastian Levington, la receveuse de poste avait entendu 3 versions des faits, chacune de plus en plus ornée de détails théâtraux, et le soir venu, Madame Charity Featherstone avait annulé son cercle de broderie par respect, même s'il était de notoriété publique qu'elle ne manquait jamais une occasion de ressasser un scandale. Au centre de tout cela, les vieilles pierres du manoir de Fairleigh semblaient plus sombres que d'habitude sous la grisaille du crépuscule. Les 2 fils du vicaire avaient retiré à la hâte et sans conviction la guirlande de la fête de la poésie, laissant pendre leurs extrémités effilochées, tels les fanions flasques d'une guerre oubliée. À l'intérieur, un silence feutré s'était installé, seulement rompu par le bruit occasionnel des bottes sur le bois ciré, tandis que le sergent Elwood, agent de police local, effectuait ce qu'il appelait une première inspection. C'était un homme corpulent et sérieux, avec une moustache qui rendait même sa femme méfiante. Il se tenait maintenant dans le petit bureau attenant au jardin, où M. Levington avait rangé son secrétaire. Le journal avait été envoyé au commissariat comme preuve potentielle, bien qu'Elwood ait admis ne pas savoir quoi en faire. Le seul indice écrit « Si cette page est lue, la rime est morte », le déconcertait, même s'il l'avait consciencieusement copié dans son carnet. Sous sujet, la mort, peut-être poétique. De retour au village, la véritable enquête battait déjà son plein. Autrement dit, les rumeurs avaient commencé. Madame Penelope Brown, veuve, ancienne professeure de piano et directrice officieuse des réceptions de Whitensford, avait transformé son salon en salon de réflexion. Juchée sur une chaise à haut dossier, sa lorgnette pendante comme une arme de guerre, elle s'adressa à 3 dames soigneusement sélectionnées, dont mademoiselle Dorothea Mapplethorpe, vieille fille, sourde d'une oreille, madame Mildred Hackett, veuve, peut-être 2 fois, et bien sûr mademoiselle Marple. « Je dois dire, » commença Pénélope en soulevant sa tasse de thé avec précision, « que ce n'est pas la poésie qui l'a tué. »« Ça ?» Mademoiselle Mapplethorpe cligna des yeux derrière un châle crocheté. « Mais je croyais que le médecin avait dit... »« Oui, oui, bien sûr, » interrompit Pénélope, « une rupture aortique. Je ne remets pas en question la compétence du médecin. Je pourrais cependant dire un mot à la femme du pasteur sur son goût pour le sherry. » Miss Marple, assise près de la fenêtre et remuant doucement son thé, ne parlait pas. Elle observait un merle sauter de branche en branche, son œil brillant fixé sur quelque chose d'invisible. Elle avait appris, après des décennies d'écoute de remarques apparemment anodines, que les gens en disaient souvent plus, lorsqu'ils pensaient ne faire que spéculer. Personnellement, a poursuivi Pénélope, je pense que c'était cette horrible américaine. Cela provoqua un léger tremblement de la porcelaine, tandis que Miss Mapplethorpe haletait et laissait tomber un biscuit. Dame Hackett renifla. « Vous voulez dire mademoiselle Darla King ?»« Ah oui, » dit Pénélope, les yeux brillants. Trop directe, de loin. Assise au premier rang pendant la lecture, elle le fixait avec un regard de faucon. « Et vous avez entendu ce qu'elle a dit sur la poésie moderne. Triste et narcissique, je crois, dire une chose pareille en face d'un tel homme. Elle était plutôt théâtrale, » expliqua mademoiselle Mapplethorpe avec prudence. Miss Marple prit enfin la parole. « J'ai remarqué qu'elle était arrivée avec M. Harkwell, l'éditeur, plutôt en retard d'ailleurs. »
Cela fit un petit bruit. Monsieur Nigel Harquell, basé à Londres et récemment séparé de sa 4e épouse, était un homme connu pour 2 choses, rééditer des poètes oubliés et offenser toute personne, de plus de 50 ans au cours d'une seule conversation. Qu'il soit venu à Whitensford était curieux, qu'il soit venu avec Darla King plus encore. Et n'était-ce pas étrange, ajouta Miss Marple pensivement, que M. Levington n'ait lu aucun de ses premiers ouvrages rimés. On aurait pu s'attendre à en entendre un extrait lors d'une telle réunion. Pénélope parut légèrement offensée. Il a dit qu'il avait abandonné la rime. Il l'a qualifiée de prison pour la pensée. En effet, même si, parfois, sourit faiblement Miss Marple, les prisons sont utiles pour garder des choses dangereuses. Ailleurs, dans le village, le sergent Elwood avait atteint le point de son enquête qu'il redoutait depuis toujours. Parler aux artistes. Il trouva M. Harquell dans le salon du Whitensford Arms, faisant tournoyer du cognac, avec la concentration d'un homme cherchant à oublier à quel siècle il appartenait. « Une affaire tragique », dit Harquell d'un ton trop désinvolte. Sébastien était... Eh bien, il était impossible, mais talentueux. J'ai publié pire. « Vous étiez ici pour discuter d'une nouvelle collection ?» demanda Elwood, la plume à la main. « De vieux poèmes, en fait. Ceux qui rimaient. Ces soi-disant juvenilia. Il les gardait sous clé. Il y a un marché pour ce genre de choses. Contradiction posthume, trahison poétique. Tout cela est très à la mode. » Elwood fronça les sourcils. Mais il ne voulait pas qu'il soit publié. Il était furieux. « J'en ai parlé, » dit Harquell en haussant les épaules. Il disait que la rime était un affront au progrès. Il prétendait avoir brûlé la plupart de ses premiers carnets, mais je pense qu'il mentait. Son journal intime, l'as-tu lu? Non, répondit prudemment Elwood. Pourquoi? Harquell se pencha en avant, baissant la voix. Il m'a dit, c'est un jour que c'était écrit en vers réel ce pensée, disait-il, était toujours mesuré. Que si jamais on le retrouvait mort dans des circonstances étranges, le journal révélerait tout. Et pourtant, tout ce que nous avons trouvé, c'était une seule ligne, marmonna Elwood. C'est Sébastien, dit Harquell avec un rire amer. Même mort, cet homme s'est auto-édité. Le lendemain matin, Miss Marple fit une promenade tranquille dans le manoir Fairley. Le personnel avait été congédié pour la semaine, et l'endroit était silencieux et étrangement théâtral, comme un décor de théâtre entre 2 représentations. La folie, entourée d'une haie de buis décrépite, restait intacte. Elle resta debout devant pendant plusieurs minutes, scrutant l'angle de la chaise, la mousse le long des dalles et la façon dont le lierre rampant encadrait l'arche. Elle n'a vu aucun signe de violence, aucune perturbation de la nature, mais ce qu'elle feutre, c'était une sorte de vide, un vide délibéré. Quelqu'un avait été très prudent. Derrière elle, le gravier bougeait. Miss Marple? C'était Dorothea Mapplethorpe, emmitouflée dans ses écharpes malgré la chaleur croissante. « Oh, super, je viens de me souvenir de quelque chose, à propos du journal. » Miss Marple se retourna. « Quand le jeune Thomas a trouvé le corps, » dit Dorothea à bout de souffle, « il a dit au fils du vicaire que le journal était fermé. Il a même essayé de l'ouvrir, mais a dit qu'il y avait un loquet. Mais quand le sergent Elwood l'a vu, il était grand ouvert. N'est-ce pas étrange? » « Oui, » répondit doucement Miss Marple, « très étrange en effet. » Elle regarda en arrière vers la folie. « Et vous dites que Thomas l'a mentionné avant l'arrivée du médecin. »« Oh oui, » acquiesça Dorothea. « Très clairement. Je l'ai dit 2 fois, en fait. » Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. « Merci, Miss Mapplethorpe. Je crois que vous venez de découvrir une petite incohérence des plus utiles. » À la fin de la semaine, Little Whitensford avait retrouvé ce calme particulier qui suit le choc, une tranquillité, apparente sous laquelle les courants sous-jacents de spéculation, de culpabilité et de peur tourbillonnaient plus vivement que jamais.
La place du village avait retrouvé son calme habituel. Le pasteur avait repris ses sermons sur l'humilité et la discrétion, évitant ostensiblement tout verset sur la mortalité. Et pourtant, chaque rideau de fenêtre semblait trembler un peu plus souvent. Miss Marple, comme toujours, ne se précipitait pas. Ce n'était jamais son genre. Elle comprenait mieux que quiconque que lorsque les gens croyaient le danger passé, leur masque tombait plus facilement. Elle avait depuis longtemps observé que la nature humaine, livrée à elle-même, avait tendance à exprimer sa vérité par des broutilles, une porte hâtivement refermée, une phrase oubliée, ou l'oubli d'offrir du sucre alors qu'on l'avait toujours fait auparavant. Ce matin-là, elle se rendit à pied au bureau de poste du village, non pas parce qu'elle avait quelque chose à poster, mais parce que Madame Emmeline Barrow, la maîtresse de poste, était réputée pour livrer plus de nouvelles que de colis. Miss Marple entra dans la boutique avec son sourire habituel et accepta un bonbon au citron dans le pot posé sur le comptoir. « Oh, Miss Marple, » dit Madame Barrow en se penchant en avant avec une discrétion exagérée. « Vous n'imagineriez pas la lettre que j'ai envoyée hier. Pour Londres, adresse à l'une de ces maisons d'édition. Mon Dieu, dit Miss Marple, ça doit être passionnant. Un manuscrit à soumettre, peut-être? Eh bien, je ne voudrais pas dire, même si je dis que c'était de Mademoiselle Darla King, envoyé directement à un certain monsieur Carson chez Carradine & Blythe, et elle avait l'air ravie en le lui déposant. Miss Marple accepta d'un hochement de tête. J'avais l'impression que Miss King nourrissait elle aussi des ambitions littéraires. Madame Barrow renifla. Elle a de l'ambition, c'est sûr. Alors que Miss Marple faisait ses adieux, elle ajouta le détail au collage mental, grandissant qu'elle avait commencé à assembler depuis la fête. Miss Darla King, ambitieuse, théâtralement critique envers Sebastian Levington, s'insérant peut-être dans son héritage littéraire quelques jours seulement après sa mort. Curieux. Pendant ce temps, au Withensford Arms, le sergent Elwood était assis à une petite table avec un épais registre noir ouvert devant lui et un regard de profonde irritation fronçant les sourcils. Il n'était pas, de son propre aveu, un homme de lettres. Il considérait la poésie comme réservée aux jeunes femmes émotives ou aux hommes en tweed troublés, et aucune de ces deux catégories ne le réconfortait vraiment. Et pourtant, il tentait de déchiffrer le journal de feu Monsieur Levington, qui, il devait l'admettre, ne ressemblait à aucun de ceux qu'il avait lus auparavant. La plupart des pages étaient remplies de vers libres, des vers mélancoliques et énigmatiques sur le temps, les ombres et la prison du maître parfait. Une entrée en particulier retint son attention, datée précisément d'une semaine avant la fête. Je l'ai revu, le vautour des vers oubliés. Il veut ce que je ne donnerai pas, mais il observe, toujours à l'affût. Si je meurs, on dira que c'est l'âge, mais non, ce sera un vol déguisé en destin. Elwood tapota la page de sa plume. Il était tenté de considérer cela comme une absurdité dramatique, mais l'expression « vol déguisé en destin » le déstabilisait. Le poète aurait-il pu prévoir sa fin? Il fronçait encore les sourcils en lisant son journal, lorsque Nigel, Harquel entra sans frapper, suivi d'une odeur de cigarette au clou de girofle et d'impatience. « Elwood, dit Harquel, tu as le livre depuis 3 jours. Tu as sûrement déjà appris quelque chose. Je n'ai pas pour habitude de résoudre des meurtres par métaphore, grogna Elwood. Et je ne suis pas certain qu'ist meurtre. Harquel s'affala sur une chaise avec une exaspération théâtrale. L'homme a prédit sa propre mort, il était paranoïaque. Quelqu'un recherchait ce poème. « Toi » demanda Elwood. Harquel écarta les mains. « Bien sûr que oui. C'était un génie. J'ai essayé de le convaincre de me laisser publier. Le œuvre de jeunesse rassemblé pendant des années. Mais vouloir quelque chose ne fait pas de moi un tueur, sergent. »« Non, » répondit lentement Elwood, « mais ça pourrait te rendre déterminé. » L'expression d'Harquel se durcit. « Attention, j'ai connu des poètes pires que Sébastien, mais jamais plus obsédés par le contrôle. Ils gardaient tout sous clé.
Surtout ce journal. Tu sais qu'il m'a dit un jour qu'il l'avait délibérément protégé des rimes. Il a dit qu'il était protégé par la contradiction. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il avait peur. » Elwood a griffonné. Une note, gardée par la contradiction, il le dirait à Miss Marple. Elle avait un don pour les contradictions. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna au manoir de Fairley avec un petit panier de scones à la lavande, soi-disant destiné à la gouvernante, Madame Edgecombe, restée pendant l'enquête policière. En réalité, Miss Marple avait d'autres motivations. Madame Edgecombe, une femme aux larges épaules avec une posture de soldat et une expression comme de la crème caillée, accepta le cadeau avec un léger dégel d'expression. « Trop terrible », dit-elle en introduisant Miss Marple dans le salon du fond. « Mais ce n'est pas surprenant, à mon avis ?»« Ah bon ?» sourit Miss Marple. « Je croyais que M. Levington était en plutôt bonne santé. »« Pas le corps, ma chère, » dit Madame Edgecombe en lui tendant une tasse de thé plutôt amère. « L'esprit, toujours à marmonner. Il écrivait des lignes dans son sommeil, vraiment. Et il trimballait ce journal intime comme une relique. Il le fermait à clé chaque nuit. C'est drôle quand même. » Miss Marple but une gorgée polie. « Oui. La veille de la fête, il m'a dit de ne le réveiller que s'il y avait urgence. Il a dit qu'il avait découvert une vérité nouvelle, dans ses paroles, et que cela l'effrayait. » Miss Marple marqua une pause. « A-t-il dit la vérité? »« Non, » répondit Madame Edgecombe en baissant la voix. « Mais il a brûlé 3 pages de ce journal dans le jardin. Il a dit qu'elles étaient trop dangereuses pour être abandonnées. Ce fut une révélation, et le lendemain, il est mort. » Madame Edgecombe hocha la tête d'un air sombre. « Poétique, si vous croyez à ce genre de choses. Mais je ne pense pas que ce soit le destin, Miss Marple. Je pense que quelqu'un d'autre a lu ce qu'il n'était pas censé lire. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans sa chambre d'amis, contemplant pensivement une feuille blanche. Elle griffonna une liste de noms. Nigel Harquell. Je voulais les poèmes inédits, insistants, présents au moment du décès. Darla King. Ambitieux. J'ai envoyé une lettre à l'éditeur le lendemain matin. J'ai eu des conflits avec Levington Tompkins. J'ai trouvé le corps. Le journal était verrouillé. J'ai peut-être vu quelque chose. Dame Edgecombe. J'étais au courant des pages brûlées. J'ai reçu la confiance de Levington. Pas de mobile clair. Elle a souligné une phrase. Le journal était verrouillé, puis ne l'était plus. Cela signifiait que quelqu'un l'avait ouverte après le corps a été retrouvé et avant. La police est arrivée. Quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait. Quelqu'un qui avait peur de ce qui pourrait être découvert. Miss Marple tapota légèrement sa plume. Elle repensa à une phrase de M. Harquell, que Levington avait protégé le journal des rimes, qu'il était protégé par la contradiction. Mais si la rime est l'ordre, alors qu'est-ce que la contradiction? Chaos, murmura-t-elle. Dehors, le crépuscule s'épaississait et quelque part au loin, un hibou cria, un son long et grave qui semblait presque lugubre. Miss Marple plia, son journal le rangea et murmura doucement pour elle-même. Quelque chose a été enlevé, et quelqu'un est très impatient que nous ignorions ce que c'était. 2 jours après la mort de Sebastian Levington, l'enquête officielle fut annoncée. Elle se tiendrait le lundi suivant à la salle des fêtes, présidée par le coroner Elliot Brand, un homme au visage sévère, fervent défenseur de la concision et de la ponctualité, 2 qualités rares dans la poésie comme dans les ragots de village. Mais en attendant, l'enquête officieuse se poursuivait à un rythme soutenu, dans les salons de thé et le long des étroits sentiers qui sillonnaient les haies de Little Withensford. Parmi les voix qui spéculèrent le plus fort, il y avait celle de M. Hugh Denning, le papetier et détective amateur, qui avait un jour presque résolu l'affaire du vin de communion manquant, s'il ne s'était pas avéré qu'il s'agissait d'une simple affaire de bouteilles mal comptées. « Eh bien, proclama-t-il avec assurance devant un petit public dans le pinson tacheté, c'est parfaitement clair pour moi. Harquell, ce doit être lui. Il avait un mobile.
Les droits de publication valent une fortune si le poète est mort et célèbre. Et les moyens aussi, sur place, et aucun alibi si ce n'est cette femme que je ne compte guère. Madame Lasset, qui tenait le magasin d'antiquités, se pencha. « Vous pensez qu'il a empoisonné le thé ?» Denning avait l'air satisfait. « Ou alors il a glissé quelque chose dans son tabac à pipe. Levington fumait comme un feu de joie, non ?» Le village pencha davantage vers cette théorie, séduit par sa simplicité dramatique. Un étranger, un contrat d'édition, un journal mystérieux. Tout cela s'imbriquait si bien. Tout le monde, sauf Miss Marple. Elle avait passé l'après-midi dans le jardin de sa nièce à tailler des hortensias, son esprit tournant autour d'une douzaine de petites choses. L'impatience de M. Harquell à publier, la lettre de Darla King, les pages brûlées du journal. Et maintenant cette conclusion hâtive se forgeait parmi les villageois. Harquell devait être le coupable. Trop propre. Trop tôt. Miss Marple avait dit un jour que la vérité, comme la broderie, ne révélait son véritable motif que lorsqu'on s'éloignait des fils. Et à cet instant, les fils l'entraînaient dans une direction différente. Au même moment, le sergent Elwood, qui commençait également à ressentir la pression d'un trop grand nombre de suggestions et d'un manque de faits, décida de procéder à une série d'interrogatoires plus formels. Il a commencé par le suspect le plus évident, Nigel Harquell lui-même. L'éditeur le rencontra dans le jardin du Withensford Arms, un verre à la main, le visage à l'ombre de la tonnelle couverte de vignes. « Vous voulez que je dise que je ne l'ai pas tué ?» dit Harquell sèchement. « Bien sûr que non. J'ai déjà travaillé avec des égos fragiles, mais je ne veux pas commettre de meurtre. Vous vous êtes disputé avec lui la veille de sa mort. Je discute avec tout le monde. C'est ce qui fait mon charme. » Elwood fronça les sourcils. « Tu voulais avoir accès à ses premiers travaux. »« Oui. Et si vous connaissiez un peu le monde littéraire, vous sauriez que la succession du poète est plus riche que son consentement. Mais je ne suis pas assez désespéré pour tuer quelqu'un pour un sonnet inédit. » Elwood ouvrit son carnet. « As-tu lu le journal ?» Harquell hésita. « Non, dit-il enfin, il ne le quittait jamais des yeux. Et tu n'as jamais vu les pages qu'il a brûlées ?» Un silence plus sec. La voix d'Harquell était plus basse. « Je l'ai vu jeter quelque chose dans le brasier. Ça aurait pu être n'importe quoi, des notes, des brouillons, ou cette horrible lettre que Darla lui avait écrite la veille. Elle disait qu'il avait insulté... « Sévère, hein ?» dit Elwood en griffonnant. Les ambitions d'écriture de Mademoiselle King étaient-elles sérieuses? Qu'aussi sérieux que son rouge à lèvres, dit Harquell avec un ricanement. Que de la couleur sans substance, mais elle le tenait en joue. Elle flirtait outrageusement, voulait qu'il sponsorise sa première collection. Il refusa. Il qualifia ça de broderie émotionnelle sans motif. Elle était furieuse. Le sergent Elwood haussa un sourcil. C'est un début. Pendant ce temps, Miss Marple avait rendu visite à Madame Edgecombe, qui venait de terminer de cirer le parquet du bureau du poète défunt. L'air sentait encore légèrement le santal et l'encre, et les rideaux étaient tirés projetant de longs rayons de soleil sur le bureau. « Je me demande, dit doucement Miss Marple, si M. Levington conservait des copies de ses œuvres, des copies de ses premiers. Poèmes rimés qu'il refusait de publier. » Madame Edgecombe secoua la tête. Il était farouchement protecteur. Il disait que la rime était un piège à espoir. Un jour, je lui ai demandé s'il changerait d'avis. Il a juste dit « Si je change, je serai déjà mort. » Miss Marple pinça les lèvres. « C'est étrange de dire ça, » murmura-t-elle, mais ce qu'elle remarqua ensuite fut encore plus étrange. Sur l'étagère derrière le secrétaire se trouvait un petit volume relié en cuir. Simple, sans annotation. On aurait pu ne pas le remarquer, si ce n'était que son motif de poussière était décalé, légèrement perturbé, comme s'il avait été retiré et remis en place récemment. Elle n'y toucha pas, mais elle nota soigneusement sa position, ainsi que les deux petits espaces dans l'étagère à côté, des espaces de la taille d'un livre. Quelque chose avait été retiré. Discrètement, délibérément, et quelque chose d'autre a été remplacé.
Ce soir-là, Miss Marple se retrouva invitée de manière inattendue à prendre le thé au cottage de Darla King. Un si joli petit endroit, s'était exclamé. La femme plus tôt dans la journée chez l'épicier, et j'aimerais connaître votre avis sur la fête de la poésie, Miss Marple. Quel scandale! Miss Marple accepta. Elle savait reconnaître une fausse invitation lorsqu'elle en entendait une, et aussi lorsqu'une telle fausseté portait un léger parfum de désespoir. Le cottage de Darla était baigné de lumière tamisée et de diffuseurs de parfums, avec des piles de revues littéraires disposées avec soin. Elle accueillit Miss Marple dans une robe de soie qui semblait peu adaptée à la fin de l'après-midi et versa du champagne dans des tasses à thé dépareillées. « Ô cher disparu !» dit-elle avec une fausse solennité. « Puissent ces dernières lignes être aussi profitables que les premières. »« Étiez-vous très proche de M. Levington ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. Darla esquissa un sourire timide. « J'admirais son esprit, et je crois qu'il admirait le mien, finalement. J'ai entendu dire qu'il refusait de soutenir vos poèmes. » Le sourire de Darla s'estompa. « Il était compliqué. Et la lettre que vous avez envoyée à M. Carson à Londres était-elle liée à votre propre collection? Une inspiration plus brusque. Qui t'a parlé de ça? Oh, juste quelque chose que j'ai entendu au bureau de poste, dit Miss Marple, avec l'innocence de quelqu'un qui a passé sa vie à utiliser les écoutes domestiques comme une arme. La voix de Darla se calma. C'était une soumission privée. J'ai écrit sur la tragédie, une réponse en vers. Je pensais que ça pourrait être cathartique et commercialisable, ajouta doucement Miss Marple. Darla se hérissa, puis sourit légèrement. Je suppose que tu penses que j'ai quelque chose à voir avec sa mort. Pas du tout, répondit Miss Marple en posant sa tasse de thé. Sauf que, lorsqu'un homme change d'avis sur la vérité, il arrive que d'autres contestent ce que cette vérité pourrait révéler. Elle se leva et lissa ses gants. Merci pour le champagne. En partant, elle remarqua quelque chose derrière le rideau. Une petite pile de papier brûlé dans la cheminée, pas encore entièrement réduite en cendres. Les bords étaient carbonisés, mais Miss Marple distinguait la faible ombre de lignes, écrites d'une écriture nette et penchée, des vers sans équivoque. Rimée. La vérité s'élèvera quand le mensonge dormira. Elle n'y a pas touché. Elle n'en avait pas besoin. À la fin du 4e jour, Miss Marple disposait d'une liste de suspects affinés par l'observation et non par des suppositions. Les villageois avaient commencé à tourner autour d'Arkwell, réconfortés par la clarté de l'identité d'un seul et même criminel. Mais Miss Marple savait que la vérité se cachait rarement dans des recoins aussi bien rangés. Quelque chose avait été retiré du bureau. Quelque chose avait été brûlé puis réécrit, et quelqu'un quelque part espérait que la rime resterait vérifiée, pour toujours. Le dimanche matin, une brume fraîche enveloppait Little Whitensford, adoucissant les haies et brouillant les lignes nettes des toits. Les cloches de l'église sonnaient avec la ponctualité habituelle, mais les bancs étaient plus emplis de spéculations murmurées que d'une méditation habituelle sur les Écritures. La mort du poète, toujours officiellement qualifié de malheur tragique, avait résonné dans la communauté avec une telle force que même le révérend Hargreaves avait abandonné son sermon en pleine parabole pour y insérer un délicat plaidoyer en faveur de la vérité, la patience et la bonté face à la confusion. Miss Marple, soigneusement assise au 2e rang, ses gants repliés sur ses genoux, observait avec un intérêt discret les regards en coin et les hochements de tête solennels. La foule du dimanche était utile pour recueillir des impressions qui portaient le noir de deuil avec une touche théâtrale, qui chuchotait pendant les cantiques, qui évitait le contact visuel avec qui. Ce jour-là, elle remarqua Miss Darla King assise au fond, sa posture théâtrale habituelle quelque peu atténuée, et M. Nigel Harkwell brillamment absent. Une omission que beaucoup remarquèrent avec un sourire narquois à peine voilé. Après la cérémonie, tandis que les villageois se pressaient dans la cour gravillonnée,
Bavardant poliment et gardant une distance prudente avec les personnages les plus entachés de scandale, Miss Marple descendit le chemin de traverse jusqu'au jardin du presbytère. C'est là qu'elle avait rendez-vous avec le jeune Thomas Quince, le fils du jardinier auxiliaire, le premier à découvrir le corps. Il attendait près du pommier, les mains dans les poches, le regard vacillant de cette énergie nerveuse commune à ceux qui ont vu quelque chose que personne ne croit important. « Merci de m'avoir rencontré, Thomas, » dit Miss Marple, sa voix aussi chaude que de la laine tachetée de soleil. « Oui, madame, » marmonna-t-il, « vous avez dit que vous vouliez me poser des questions sur le jour de la fête. Je l'ai fait. Je sais que tu as dit aux gens que le journal que tenait M. Levington était verrouillé quand tu l'as trouvé. » Thomas hocha vigoureusement la tête. « C'était vrai, mademoiselle. Il y avait un petit loquet sur le côté. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il n'a pas bougé. Fait signe maquis. Mais quand les autres sont arrivés, M. Featherstone, le médecin, s'était ouvert? Oui, mademoiselle. Je jure que je n'y ai plus touché. J'ai couru chercher de l'aide, et quand on est revenu, il était juste ouvert. Sur cette comptine, Miss Marple étudia son visage. Jeune mais pas inattentif. Pas de mensonge, pas d'embellissement, simplement sérieux. Avez-vous vu quelqu'un entrer dans la folie pendant votre absence? Thomas secoua la tête. Je n'ai vu personne, mais j'ai entendu des pas. Ils couraient, pas marchaient, de l'autre côté de la haie d'If. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. C'était utile. Très utile. Merci, Thomas. J'imagine que personne d'autre ne t'a posé de questions sur ce détail. Il ne pensait pas que cela avait de l'importance. Oh, mais souvent ce sont les plus petits détails qui comptent le plus, dit doucement Miss Marple. Ce sont les points qui maintiennent la tapisserie. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple retourna au manoir de Fairley, cette fois avec la permission de Madame Edgecombe, pour faire le tour, comme l'avait dit la gouvernante. L'agent avait terminé le bureau et rien n'avait été officiellement déclaré suspect, seulement de vagues rumeurs concernant une enquête en cours et la difficulté de prouver une mauvaise intention sans preuve tangible. Mais Miss Marple ne cherchait pas de preuves au sens officiel du terme. Elle s'approcha de la cheminée du bureau et examina les légères traces de brûlure sous la grille. Il y avait bien eu un incendie, certes, petit, contrôlé, mais délibéré. Une légère odeur de parchemin brûlé persistait, bien que les cendres aient refroidi depuis longtemps. S'agenouillant avec précaution, Miss Marple sortit un mouchoir et effleura les briques du foyer. La majeure partie des cendres avait disparu, mais quelque chose s'était logé entre deux pierres, un mince coin noirci de ce qui avait été du papier. Elle le tira délicatement, le dépliant pour révéler une page à moitié brûlée. L'écriture était indubitable, l'écriture penchée et poétique de Levington. Seules quelques lignes lisibles subsistaient. Si la rime revient, alors la vérité est revendiquée. Mais les vers brisés sont mal formulés. Méfiez-vous des vers qui ne riment plus. Ils cachent ce que la vérité avait autrefois en réserve. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement dans son mouchoir et se leva. Elle ne souriait pas, mais une lueur de certitude brillait dans ses yeux. Levington n'avait pas seulement écrit de la poésie, il avait codé le sens. Ce n'était pas des réflexions fortuites, c'était un avertissement, une énigme en vers. Il avait peur que quelqu'un modifie ou détruise ces mots, et plus effrayant encore, que l'absence de rime soit utilisée pour masquer la vérité. Mais qui ferait une chose pareille? Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'étagère derrière le bureau. Le même livre étrange avec sa poussière remuée. Cette fois, elle le tira vers le bas. C'était un recueil d'essais, le modernisme et la crise de la forme. Ce n'est pas vraiment le genre de lecture que l'on attend d'un homme qui a un jour cité Keats avant le petit déjeuner. À l'intérieur de la couverture se trouvait une note pliée, non pas de la main de Levington, mais imprimée en majuscules massives et agressives. Vos premiers travaux sont faibles. Enterrez-les ou soyez enterrés par elle.
Pas de signature, pas de rime, juste une menace. Miss Marple glissa le mot dans sa manche. Il était temps de parler à quelqu'un qui avait tout intérêt à enterrer le passé de Levington. Elle trouva Darla King dans son jardin, taillant des rosiers, avec une compétence surprenante pour quelqu'un qui se qualifiait de poétesse des sentiments plutôt que de la forme. Miss Marple complimenta les fleurs avant d'orienter délicatement la conversation vers ses récents travaux. « Vous avez dit que vous écriviez quelque chose en réponse à la mort de M. Levington. »« Oh oui, » dit Darla d'un ton léger. « J'ai la peine élégie pour les non-lus assez brutes, très modernes. Du vers libre, alors. Bien sûr, la rime est tellement restrictive. Même Sébastien l'a dit. Vraiment, seulement j'ai trouvé quelque chose d'assez contradictoire dans son écriture, suggérant que la rime avait plus de pouvoir qu'il ne le laissait entendre. » La main de Darla glissa. Une épine lui piqua le pouce, et elle jura doucement avant de se reprendre. « Je n'en sais rien, dit-elle trop vite. C'était un homme étrange, brillant mais étrange. Et pourtant il t'a laissé lire son journal ?» Ses yeux se posèrent sur le côté. « Que veux-tu dire ?» Seulement, la page laissée ouverte, celle avec la phrase « Si on lit cette page, la rime est morte », semble étrange à trouver, à moins de la chercher. Et quelqu'un a bel et bien ouvert ce journal, Darla. Quelqu'un a changé ce que nous étions censés voir. Darla pâlit. « Tu m'accuses ?» La voix de Miss Marple était calme. « Je dis simplement que Levington craignait la suppression de son œuvre rimée. Il croyait que quelqu'un voulait le réécrire, littéralement. Vous qui auriez pu bénéficier de son attention posthume, Harkwell, qui pourrait tirer profit d'un scandale, ou... Elle s'est arrêtée, ou quelqu'un d'autre. Complètement. Parce qu'un nouveau soupçon avait commencé à grandir dans son esprit. Nourri par le livre inhabituellement moderne sur l'étagère de Levington et la note dactylographiée trouvée à l'intérieur. Quelqu'un avait tenté d'effacer la première version de Levington. Et la question était, qui avait le plus à gagner d'une version du poète que le public ne remettrait jamais en question? Cette nuit-là, Miss Marple était assise dans son lit, le poème brûlé et la note menaçante étalée devant elle. Elle a tracé une ligne entre les suspects. Harkwell. Suspect, mais trop évident. Darla King. Émotive, peut-être opportuniste, mais pas assez rusée. Thomas Kance. Peu probable. Aucun mobile. Madame Edgecombe. Loyale. Aucun gain. Puis elle a ajouté un nouveau nom, Martin Ellison, un nom qu'elle n'avait pas encore prononcé, un nom qu'elle avait vu une seule fois griffonné dans la marge d'un vieux manuscrit dans le bureau à de Levington, un ancien collaborateur, un critique devenu nègre. On dit qu'il aurait un jour plagié un jeune poète prometteur et quelqu'un qui avait disparu des cercles littéraires après un scandale. Si Martin Ellison était revenu sous un autre nom, discrètement et subtilement, il aurait peut-être été assez désespéré pour détruire la preuve de son vol, et pour s'assurer que Levington ne révèle jamais la vérité. Miss Marple ferma son carnet avec un léger claquement. Elle croyait désormais que la rime n'était pas morte. On l'avait tout simplement réduite au silence. Le lendemain matin commença avec une odeur de terre fraîchement retournée, flottant sur la place du village. Un jardinier du manoir avait repris son travail, timidement, discrètement, en taillant les haies rebelles près de la folie. La vie à Little Withensford n'avait pas encore tout à fait repris son cours normal, même si les rumeurs circulaient désormais dans deux directions. L'enquête en avant et le passé mystérieux de Sébastien Levington en arrière. Miss Marple avait passé les premières heures à relire le fragment du journal qu'elle avait récupéré, la note menaçante du volume d'essais et le nom qu'elle avait trouvé légèrement, écrit au crayon dans la marge d'un manuscrit oublié, Martin Ellison. Elle avait mentionné ce nom avec beaucoup de précaution au révérend Hargreaves au cours d'un thé la veille au soir. « Oh oui !» Ça avait dit le révérend en fronçant légèrement les sourcils. « Martin Ellison. Ça me rappelle quelque chose.
Je croyais qu'il était parti à l'étranger, il y a des années. Une sorte de dispute dans le monde littéraire, des accusations. De plagiat, je crois. Un de ces scandales discrets qu'on étouffe sous un tapis que personne ne veut soulever. Et pourtant, avait dit doucement Miss Marple, et si le tapis était soulevé? Maintenant, avec ce fil de plus en plus emmêlé, elle décida qu'il était temps de le tirer plus directement. Son arrêt suivant fut le Withensford Arms, où Nigel Arkwell s'était réfugié après sa récente remontrance par le sergent Elwood. Il sirotait un cognac près de la fenêtre lorsque Miss Marple arriva. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec un soupir théâtral, « vous venez encore m'accuser de meurtre littéraire? Je ne vous ai jamais accusé, » répondit-elle calmement. « Même si d'autres, j'ose le dire, l'ont fait. Dites-moi, monsieur Arkwell, connaissez-vous? » Un certain Martin Ellison. Arkwell cligna des yeux, pris au dépourvu. « Martin Ellison, Seigneur, voilà un nom sorti de la poubelle. Tu le connaissais alors, savais de lui. Il était autrefois considéré comme prometteur. Quelques textes ont été publiés au début des années 1920. Mais un scandale s'est produit. Il a repris des strophes entières d'un autre poète. J'ai oublié les détails. Il a disparu après cela. » Est-ce que Levington le connaissait? Arkwell plissa les yeux. Ils sont apparus à peu près au même moment. Ils se sont peut-être croisés? Miss Marple hocha légèrement la tête. Je pense qu'ils ont fait plus que ça. Je crois que Martin Ellison a peut-être volé certaines des premières œuvres de Levington. Arkwell se redressa. Tu crois que Levington était au courant? Je crois qu'il l'a redécouvert. Et quelqu'un a paniqué. L'expression d'Arkwell se transforma en un froncement de sourcils. Si Ellison est dans le coin, il a changé de nom. Il n'oserait pas réapparaître. Sous le sien. Les milieux littéraires ont la mémoire longue, surtout en matière de vol. Et s'il se cachait à la vue de tous? Le verre de brandy d'Arkwell s'immobilisa en plein vol. Tu ne crois pas qu'il est ici, à Withensford? Miss Marple ne répondit pas. Elle ajusta simplement ses gants et se leva. Je pense que certaines personnes se donnent beaucoup de mal pour enterrer leur passé. Mais les secrets, ajouta-t-elle doucement, ont tendance à ressurgir quand on s'y attend le moins. Plus tard, dans la journée, le sergent Elwood se tenait à nouveau dans le bureau du manoir, fronçant les sourcils devant le poème brûlé que Miss Marple lui avait montré plus tôt. « Je ne peux pas dire que je comprenne, » dit-il en se frottant la tempe. « Tous ces vers, c'est du brouillard. » « Mais le sens se cache dans le brouillard, » dit gentiment Miss Marple. « Voyez-vous, le but de la rime n'était pas seulement artistique, c'était une confession. La rime était la méthode de Levington pour ancrer sa vérité, ce qui signifie « supprimer la rime la dissimulerait ». Exactement. Le sergent Elwood semblait toujours incertain, mais il commençait à comprendre la forme du crime, même si les détails restaient flous. Et ce type Ellison? Miss Marple hocha la tête. Je crois qu'il avait des raisons de craindre la découverte de Levington. Peut-être est-il même venu à Withensford sous un autre nom, pour faire taire l'homme qui risquait de le ruiner. Mais nous n'avons personne ici portant ce nom. Non, répondit Miss Marple, mais il y a quelqu'un dont les intérêts littéraires, les qualifications et le tempérament seraient compatibles. Elwood fronça les sourcils. Tu veux dire... Mais Miss Marple ne fit qu'un léger sourire. Pas encore. J'ai besoin d'en être sûr. Et pour cela, je dois parler à Miss Darla King. Il s'est avéré que mademoiselle Darla King l'attendait déjà. Elle accueillit Miss Marple avec une joie forcée et une expression rouge. Ses doigts étaient tachés d'encre, et sur le bureau derrière, elle se trouvait un carnet ouvert, hâtivement recouvert d'un foulard en soie. « Tu écris encore, ma chérie ?» dit doucement Miss Marple en entrant dans le salon. « J'essaie, » dit Darla. « C'est assez épuisant, tout ça. »« Oui, j'imagine que ça doit l'être, surtout quand on essaie d'être à la fois témoin et auteur d'une tragédie. » Darla cligna des yeux. « Pardon? Pardonnez-moi. Je réfléchis simplement à voix haute. Voyez-vous, quand on s'efforce de rendre une tragédie acceptable au public, on se demande quelle vérité on masque. » Le sourire de Darla s'estompa. Je suis tombé par hasard sur une page brûlée dans votre cheminée, une page de M. Levington, et elle rimait. Darla semblait vraiment surprise,
Je n'ai pas... Ça devait être... J'essayais juste de nettoyer... Mais tu ne l'as pas brûlé, si. Darla ouvrit la bouche, puis la referma. Non, admit-elle. Il me l'a donné, la veille de sa mort. Il a dit que c'était la première chose qu'il écrivait en rime depuis 15 ans. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Miss Marple hocha doucement la tête. Et vous? Darla hésita. C'était sombre. Il a dit que c'était inspiré par quelqu'un du passé, quelqu'un qui lui avait pris quelque chose. Est-ce qu'il les a nommés? Non, mais il semblait effrayé. Il a dit que certains préféreraient le voir silencieux. Miss Marple se leva, repoussant une tache imaginaire de sa manche. « Encore une chose, ma chérie, dit-elle. Le nom Ellison, ça te dit quelque chose ?» Darla pâlit. « Où as-tu entendu ça ?»« Dans les marges d'un manuscrit ancien. Sébastien l'a conservé. » Darla se mordit la lèvre. « Il l'a mentionné une fois. Il a dit que l'homme avait emprunté des passages d'un manuscrit qu'il n'avait jamais publié. Mais il n'a pas pu le prouver. Peut-être, dit doucement Miss Marple, a-t-il trouvé un moyen de le faire. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et écrivit 3 lettres. Une à un agent littéraire rencontré lors d'une visite de jardin à Tunbridge Wells, une à un bibliothécaire de la British Library et une à un vieil ami de la Royal Society of Literature. Toutes demandaient des nouvelles du poète Martin Ellison, ses œuvres, sa disparition et surtout sa photo. Elle croyait maintenant plus que jamais qu'il était parmi eux. Et si elle avait raison, la clé pour le démasquer ne résidait pas dans son présent, Darla, Harkwell ou même le journal de Levington, mais dans le passé, dans des poèmes volés, dans des identités enfouies. Une dernière chose la taraudait, le journal, son étrange mécanisme de verrouillage, son secret délibéré, et la personne que tout le monde avait oubliée. Le lendemain matin, à l'aube, Miss Marple se retrouva à frapper à la porte d'une modeste maisonnette à la sortie du village, le lierre grimpant sur les côtés et une plaque ébréchée sur le portail indiquait « Birch Corner ». C'était la demeure de M. Edwin Markham, un homme calme et solitaire qui, de la vie générale, n'était revenu au village que récemment après des décennies passées à l'étranger. Il avait assisté à la fête, mais personne ne lui avait prêté beaucoup d'attention. Il ouvrit la porte d'un clin d'œil surpris. Grisonnant, digne et réservé, il donnait l'impression d'être quelqu'un qui attend toujours que sa prochaine conversation soit la dernière. « Oui ?» demanda-t-il prudemment. « Pardonnez-moi l'intrusion, » dit Miss Marple avec un sourire aimable. « Mais je crois que nous nous sommes déjà rencontrés, il y a quelque temps, à un festival littéraire à Bath. » Une lueur traversa ses yeux. « Peut-être. Vous vous appelez Edwin Markham maintenant. Mais je crois, dit-elle délicatement, qu'autrefois vous étiez connu sous le nom de Martin Ellison. » Sa main serra la poignée de la porte. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Oh, mais je pense que oui. » Elle recula et sortit un drap plié de son sac à main. Il s'agit d'une lettre de la British Library confirmant que les premières œuvres d'Ellison, dont plusieurs sont désormais attribuées à Sébastien Levington, correspondent non seulement par leur voix, mais aussi par leur écriture à la vôtre. Monsieur Markham Ellison resta très immobile. « Je ne l'ai pas tué, dit-il enfin d'une voix rauque. « Non, répondit doucement Miss Marple, mais je crois que quelqu'un d'autre l'a fait pour te protéger. » La révélation que M. Edwin Markham était en réalité le poète Martin Ellison, longtemps déshonoré, se répandit dans l'esprit de Miss Marple comme des ondulations sur un étang paisible. Elle s'attendait à un déni, peut-être même à une provocation. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce qui l'avait plus que tout perturbé, c'était l'expression d'Ellison lorsqu'elle l'avait nommé. Ni peur, ni colère, mais une profonde tristesse. Elle avait quitté son cottage avec la ferme conviction que, malgré ses péchés passés, Ellison n'avait pas assassiné Sébastien Levington. En fait, quelque chose dans sa voix, une révérence discrète et honteuse, suggérait qu'il admirait Levington, ou du moins qu'il le craignait suffisamment pour s'en tenir éloigné. Et pourtant,
Levington était mort, et quelqu'un avait brûlé ses verres. Quelqu'un voulait encore que la vérité disparaisse. À un jour de l'enquête, Miss Marple sentit une urgence nouvelle s'installer. Les villageois continuaient de ruminer autour d'Arkwell, de Darla, la compagne américaine du poète, et maintenant, et peut-être plus cruellement encore, du jeune Thomas Kings. Des rumeurs selon lesquelles il avait été payé pour garder le silence ou qu'il avait volé le journal se murmuraient désormais derrière des rideaux de dentelle et entre deux bouchées de scone. Mais rien de tout cela n'était juste, parce que Miss Marple venait de découvrir quelque chose de nouveau. Ce matin-là, elle était retournée au manoir Fairley, retournant au bureau du poète, non pas pour examiner les étagères ou la cheminée, mais le tapis sous son bureau. Un objet modeste, légèrement délavé et filoché sur les bords, facilement négligé. Mais aujourd'hui, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une légère empreinte, ronde et uniforme, près du pied avant droit de la chaise de bureau. Une deuxième chaise se trouvait là récemment, peut-être emportée à la hâte, peut-être déplacée avant l'arrivée des autres. Elle se pencha et examina le plancher sous le tapis. De la poussière était dispersée, sauf là où elle avait visiblement été récemment déplacée. Quelqu'un d'autre s'était assis avec Levington ce jour-là, dans la folie, et cette personne avait déplacé une chaise du bureau, peut-être pour faire croire que Levington était parti seul. C'était une mise en scène. Cet après-midi-là, le sergent Elwood rendit visite à Miss Marple avec un mélange de résignation et d'admiration. « Tu avais raison, » dit-il en sortant une photo de sa poche. « Markham Est. Ellison. La bibliothèque l'a confirmé, et j'ai trouvé un document de voyage. Il est revenu sous son nouveau nom il y a presque 1 an. Il a acheté le chalet Birch Corner dans le cadre d'une fiducie. Aucun document public jusqu'à présent. Et pourtant, dit Miss Marple, je ne crois pas qu'il ait tué Levington. Moi non plus, répondit Elwood à contre-cœur. Il était à Paris le mois dernier. Il n'est revenu que le jour même, après la fête. J'ai vérifié auprès des autorités portuaires. Cela compliquait les choses, même si Miss Marple se sentait discrètement soulagée. Ellison était un voleur de mots, certes, mais pas, semblait-il, de vie. Elle versa du thé et dit « Alors, sergent, il faut se demander qui avait des raisons de protéger Ellison, ou, plus important encore, qui savait ce que Levington s'apprêtait à faire. » Elwood fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Levington connaissait la vérité, pas seulement sur le plagiat, mais sur l'étendue de ce qui lui avait été volé, et je crois qu'il comptait la révéler publiquement. Peut-être pas à la fête, mais bientôt. Le journal contenait une confession, écrite en vers. Mais lorsqu'on l'a retrouvée, les vers avaient disparu. Tu penses que quelqu'un a supprimé les vraies pages ? Je le sais. Et je les ai remplacées par quelque chose d'insignifiant, pour que personne d'autre ne lise la vérité. Elwood expira. Et alors ? Miss Marple baissa les yeux vers son thé. Nous devons nous demander qui a eu accès au journal, qui a eu le temps de le modifier, et qui a eu une raison de craindre que la version du passé de Levington ne soit rendue publique. Mais surtout, qui est prêt à tuer, non pas pour son propre bénéfice, mais pour protéger autrui. La réponse est arrivée ce soir-là sous la forme d'un visiteur inattendu. Miss Marple était au salon, en train de tricoter un modèle de torsade plutôt compliqué, quand on frappa. Madame Edgecombe se tenait à la porte, les yeux rouges, la bouche serrée par l'effort. « J'ai besoin de vous parler, Miss Marple. »« Bien sûr, ma chère. Entrez. » La gouvernante resta assise, raide, les mains jointes, et resta silencieuse, pendant un moment, puis, il n'était pas le seul à faire cette folie. Miss Marple la regarda par-dessus le bord de ses lunettes. « Je ne pensais pas. Je lui ai apporté son thé cet après-midi-là, » continua Madame Edgecombe. Il a demandé un peu d'intimité, comme d'habitude, mais en contournant les haies, j'ai vu quelqu'un déjà avec lui. « OMS » Madame Edgecombe hésita. « Mon fils » Miss Marple cligna des yeux. « Votre fils »
Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Je ne le sais pas, du moins pas publiquement, dit-elle amèrement. Son père est mort à la guerre. Je l'ai élevé seul, loin des regards. Il n'est jamais resté longtemps au même endroit, mais il y a 1 an, il est revenu. Il a changé de nom. Il a dit qu'il voulait une vie tranquille. Il allait rester avec moi jusqu'à ce qu'il trouve ses... Marcus. Miss Marple se pencha en avant. Et comment s'appelle-t-il maintenant? Le visage de Madame Edgecombe se tordit. Edwin Markham. Pendant un long moment, il n'y eut que le bourdonnement silencieux de l'horloge. C'est le fils de Martin Ellison, poursuivit-elle, né après le scandale. Il en a été irrité, il a vécu dans l'ombre. Mais il voulait se racheter. Il a retrouvé Levington et lui a dit qu'il voulait seulement avoir une chance de lui demander pardon. Mais quand Levington a refusé, elle a hésité. Votre fils l'a tué. Madame Edgecombe hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. Au début, je ne savais pas. Mais le lendemain, j'ai trouvé les pages déchirées dans la poubelle. Des rimes, de vraies rimes. Une confession. Et j'ai su. Il a dit que c'était un accident. Ils se sont disputés, Levington s'est relevé trop vite, s'est effondré, mais il a paniqué. Il a brûlé les pages. Il les a remplacées par autre chose. Miss Marple resta assise, très immobile. « Et tu n'as rien dit à la police? Quelle mère le pourrait ?» murmura-t-elle. « Je pensais que si je me taisais, si j'aidais à cacher... » Miss Marple dit doucement, « Mais la vérité, ma chère, ne peut être enterrée, pas pour toujours. » Madame Edgecombe sanglota une fois doucement. « Je parlerai lors de l'enquête. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, tu dois. » Le lendemain, la salle des fêtes était remplie de curieux et de journalistes venus d'aussi loin qu'Exeter. La voix du coroner résonnait fermement dans la foule, mais chacun attendait le souffle coupé. Que Madame Edgecombe s'avance et dise la vérité. Comment son fils, Edwin Markham, avait été le dernier à voir Levington vivant? Comment il avait modifié le journal, brûlé les aveux, tenté de protéger un héritage qui n'était pas le sien? Il n'y a eu aucun halètement dramatique, aucun évanouissement dans les bancs, seulement le silence. Et au dernier rang, Miss Marple était assise, la tête baissée. Ce n'était pas un crime de haine, mais de honte et de protection mal placée. Le véritable meurtrier avait tenté d'effacer la rime pour effacer la culpabilité. Mais la rime, il s'avéra, avait le don de survivre dans la mémoire. Finalement, la poésie n'est pas morte. Et la vérité non plus. Les aveux de l'enquête s'étaient installés à Little Withensford comme le dernier coup de cloche d'une église par un après-midi brumeux, définitif, retentissant, résonnant dans l'air longtemps après que le son se fût éteint. La plupart des villageois réagirent avec un mélange de stupeur et de soulagement discret. La vérité était connue et la question de la mort de Levington avait, pour la plupart, trouvé une réponse, mais pas pour Miss Marple. Elle avait appris depuis longtemps que les aveux pouvaient être vrais dans les détails, mais faux dans l'esprit. Quelque chose dans le témoignage de Madame Edgecombe, bien que manifestement sincère, ne sonnait pas tout à fait juste. Il avait une complétude soignée, de celle dont Miss Marple se méfiait autant qu'elle se méfiait du nettoyage suspect des salons. Ce soir-là, elle était assise sur la banquette de la fenêtre de Stourfield House, son tricot posé sur ses genoux, pensant à Edwin Markham. Il avait avoué, par l'intermédiaire de sa mère, avoir été témoin de cette folie, avoir paniqué, avoir arraché des pages du journal et les avoir brûlées pour se protéger du passé de son père, un motif ancré dans la honte et la loyauté filiale. Mais Miss Marple, qui avait passé sa vie à lire entre les lignes du comportement humain, n'était pas convaincue que la honte à elle seule expliquait les couches de maladresse qui avaient entouré le journal. Non, pensa-t-elle, Edwin n'avait pas agi seul, et donc elle a conçu un test final. Le lendemain matin, elle a invité Darla King à prendre le thé. C'était un choix calculé. Depuis l'enquête, Darla était restée ostensiblement silencieuse. Son personnage théâtral habituel tempéré par une sorte de vigilance, comme si elle attendait de voir si le rideau était vraiment tombé.
Elle est arrivée dans une robe verte, fluide, des lunettes de soleil perchées inutilement sur sa tête. Comme tout a été dramatique, dit-elle avec un sourire las tandis que Miss Marple versait le thé. J'ai encore du mal à croire que c'est fini, vraiment. Oui, acquiesça calmement Miss Marple, mais ces choses-là sont rarement terminées. Le chagrin persiste, et les questions aussi. Darla émit un petit rire forcé. Je suppose, mais au moins on sait ce qui s'est passé maintenant. Vraiment? Miss Marple pencha la tête. Je me demande, ma chère, qu'est-ce que toi? Que pensez-vous qu'il se soit passé? Darla cligna des yeux. N'est-ce pas évident? Le fils, essayant d'oublier la honte du vol de son père, s'emporte lorsque Levington refuse de le taire. C'est tragique. Songea Miss Marple. Oui, tragique. Mais je trouve toujours que la tragédie laisse des traces émotionnelles. Dites-moi, connaissiez-vous bien Edwin? Darla remua sur son siège. Seulement légèrement, on a discuté quelquefois au manoir. Il avait l'air plutôt agréable, calme. Tu n'es pas du genre à te passionner pour la poésie, alors? Darla hésita. Je suppose que non. Miss Marple prit une boîte et l'ouvrit, révélant 2 feuilles de papier pliées. Alors vous serez surpris d'apprendre que ces objets ont été retrouvés, juste à côté, sous une planche. Du plancher du bureau. Darla se raidit. Miss Marple continua doucement. Des rimes, bien sûr, magnifiquement structurées, écrites de la main de Levington, mais l'encre, eh bien, ce vers-là, dans un souffle volé, la vérité est écrite par une main qui revendique la fin du poète, qui ne figurait dans aucun manuscrit précédent. Il a été écrit après la fête. Elle a fait glisser le papier. Darla le regarda fixement, mais ne le toucha pas. « Pourquoi me montrer ça ?»« Parce que vous avez dit un jour que vous écriviez une réponse à la tragédie. Et je trouve que ceux qui écrivent pour la catharsis ne peuvent souvent s'empêcher de faire écho à leur inspiration. » Un silence pesant plana entre eux. Une tasse de thé tinta légèrement, tandis que Miss Marple sirotait. Darla finit par parler à voix basse. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. » Miss Marple ne répondit pas, laissant le silence entraîner le reste. « J'étais en colère, » a déclaré Darla. « Il m'a promis de soutenir mon travail. Puis il s'est retourné contre moi, il a dit que j'étais une personne marginale, que je n'avais rien à dire. Et donc tu l'as confronté. Oui, mais juste pour parler, je voulais juste le raisonner. Mais Edwin était déjà là, en train de le supplier. Je suis resté en retrait, sans l'interrompre. Tu les as vus se disputer? Darla hocha lentement la tête. Et puis Levington dit quelque chose de cruel, à propos d'Ellison, à propos de certains héritages qui méritèrent de pourrir. Et Edwin craqua. Ce n'était pas dramatique, pas de cris, pas de menaces, juste un silence soudain. Levington porta la main à sa poitrine, tituba. Il s'effondra. Et qu'as-tu fait ensuite? Darla détourna le regard. J'ai aidé Edwin. Je lui ai dit qu'il fallait que ça paraisse naturel. On a déplacé la chaise, on a ouvert le journal. On a pris les pages, on les a brûlées. J'en ai remplacé une par une phrase de mon propre travail. Celui qui se terminait par « La rime est morte ». Darla esquissa un sourire sinistre. « Justice poétique, me disais-je. » Miss Marple la regarda d'un air neutre. « Ce n'était pas à toi de décider si la rime devait disparaître, ou la vérité. » Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit directement chez le sergent Elwood. Elle lui a exposé le tableau complet, ce qu'Edwin avait fait par peur et ce que Darla avait fait ensuite avec un calcul froid. « Pourquoi ne pas nous le dire avant ?» demanda Elwood troublé. « Parce qu'elle ne voyait pas cela comme un acte criminel, » expliqua mademoiselle Marple. Elle y voyait une révision, une modification des événements. Elle n'avait pas porté le coup fatal, elle pensait donc ne pas lui avoir vraiment fait de mal. Mais elle l'a fait, dit Elwood. Elle a déformé la vérité, elle l'a cachée. Les mots sont puissants, sergent, dit Miss Marple, et les tueurs les plus intelligents les utilisent bien plus souvent que les couteaux. Darla King fut arrêtée le lendemain, non pas pour meurtre,
mais pour obstruction, falsification de preuves et complot visant à dissimuler un décès. Une fois révélée, l'histoire fit des vagues dans les milieux littéraires, notamment lorsque la version intégrale des aveux en vers de Levington fut publiée à titre posthume. Il parlait de trahison, d'une voix volée, de regret. Mais surtout, il évoquait un ultime acte de défiance contre ceux qui tentaient de le réduire au silence. Non pas par la violence, mais par un montage soigné. La dernière strophe disait que l'encre soit la vérité là où les voix s'estompent, là où le silence grandit à la main trahie. Je rime encore, même si le temps peut tomber. La vérité la plus silencieuse nous survit à tous. Miss Marple rentra chez elle ce soir-là et s'assit à son bureau. Elle sortit un petit carnet, pas son journal habituel, mais celui qu'elle réservait aux pensées extérieures aux affaires domestiques. Elle a écrit une seule ligne. Même la vérité sans rime retrouve son rythme. Puis elle ferma le livre, joignit les mains et regarda le jardin, où les roses tardives avaient recommencé à fleurir. 3 jours après l'arrestation de Darla King, le soleil d'été était revenu à Little Withensford, bien décidé à effacer le scandale de ses maisons de pierre et de ses haies poussiéreuses. Le village, comme tous les villages, s'adaptait. Il y avait des rumeurs, bien sûr, sur la véritable identité de Markham, sur l'ambition cachée de Darla, et bien sûr sur l'intuition désormais légendaire de Miss Marple, mais il y avait aussi des scones à préparer, des haies à tailler, et la reprise des répétitions de la chorale. Pourtant, pour ceux qui y prêtaient attention, un changement subtil s'était produit. Ce n'était pas simplement que la vérité était apparue, c'était que la vérité avait pris son temps, traversant la peur humaine, la loyauté déplacée et la fierté littéraire avant d'émerger enfin, entière et dévastatrice. Miss Marple, quant à elle, gardait son sang-froid. Elle ne se complaisait jamais dans la résolution. Au contraire, elle considérait chaque mystère résolu comme un nœud de moins dans une tapisserie encore emmêlée. Ce matin-là, elle se tenait dans le jardin du manoir de Fairleigh, où les roses refleurissaient, examinant l'endroit où flottait autrefois la guirlande de la fête. À côté d'elle se tenait le sergent Elwood, tenant le désormais tristement célèbre journal dans ses mains gantées. La véritable confession, dit-il, était brodée à chaque page, cachée à la vue de tous si l'on savait la lire. Ce que la plupart ne faisaient pas, répondit Miss Marple, parce que cela exigeait une compréhension non seulement de la rime, mais aussi de la culpabilité. Il lui tendit le journal. « Vous pouvez le lire. Nous en avons fait des copies pour le dossier officiel. Je pense que Levington aurait voulu que vous le voyiez. » Miss Marple prit le mince volume avec révérence. « Merci, sergent, mais je crois que j'en connais déjà les vérités les plus importantes. » Il sourit faiblement. « Même ainsi, ça vaut la peine d'être lu. Surtout les dernières pages, celles qu'il a écrites la veille de sa mort. » Elle hocha la tête. « Je le ferai. » Plus tard, assise près de la fenêtre de sa chambre, un châle sur les épaules, baignée par la lumière de l'après-midi, Miss Marple ouvrit le journal. L'écriture était ferme, penchée, et indéniablement celle de Levington, à la fois poète et professeur. De nombreuses pages avaient été mutilées, brûlées ou déchirées. Mais les dernières entrées étaient restées intactes. Elle se tourna vers celui daté de la veille de la fête. Il était écrit en strophes serrées et tendues. « Il me croit vieux, au-delà du chagrin et du combat, mais l'encre peut transformer le mal en bien. » La page se souvient de chaque vol, de vers effacés, de lignes privées. Je lui ai fait confiance autrefois, il y a longtemps. Il a loué mes paroles, puis les a fait transparaître dans des livres sous un autre nom, pendant que je restais silencieux, lié par la honte. Les yeux de Miss Marple s'immobilisèrent. C'était donc vrai. Levington avait été plagié par Martin Ellison, ou plus précisément par ses agents et éditeurs. Mais la véritable blessure avait été le silence de Levington. Elle a tourné la page. Mais le silence est un bouclier, fragile, quand les fantômes de l'histoire ne cèdent plus.
Le fils semble chercher ma grâce, mais dans ses yeux je vois son visage, pas le sien, mais celui de son père, usé par le temps, et je dois juger le crime de son père. Je le plains. Il porte le poids de la renommée empruntée, du destin réécrit. Mais la vérité éclatera et je parlerai, peu importe qui peut le qualifier de faible. Je lirai ses vers à la fête, laissez-les décider. Trop tôt, trop tard. Miss Marple replia le journal et resta assise sans bouger pendant un long moment. Il n'avait pas craint sa propre mort. Il avait craint la déformation de la vérité. Il avait prévu de lire la confession à voix haute, un acte non pas de vengeance, mais de libération. Une libération en vers public. Mais cette confession n'était jamais venue. Parce que quelqu'un d'autre, Darla King, avait veillé à ce que cela n'arrive pas. Plus tard dans la journée, elle retrouva le jeune Thomas Queens derrière le presbytère en train de donner du grain au canard. Il leva les yeux, timide mais impatient, à l'approche de Miss Marple. « Bonjour, mademoiselle. »« Bonjour. Thomas, j'avais une question à te poser, une question dont tu ne te rends peut-être pas compte qu'elle est très importante. » Il hocha la tête solennellement. « Le jour de la fête, quand vous avez trouvé M. Levington dans la folie, avez-vous vu quelqu'un d'autre quitter le jardin, avant d'aller chercher de l'aide ?» Thomas fronça les sourcils. « Pas vraiment, mais j'ai vu quelque chose d'étrange. Continue. » Eh bien, quelqu'un s'est précipité vers la porte de derrière. Je n'ai vu que les chaussures. Cuir marron, bout pointu, chaussures d'homme. Le cœur de Miss Marple s'emballa. Et c'était avant ou après l'arrivée de M. Harquel. Oh, avant. Je crois que M. Harquel venait de l'autre côté. Il m'a croisé sur la colline. L'homme aux chaussures pointues était donc sorti de la folie et avait franchi le portail du jardin, discrètement. Rapidement, invisible. Elle savait déjà à qui appartenaient ses chaussures. Ce soir-là, elle demanda à Madame Edgecombe de la rejoindre pour prendre le thé une fois de plus. La femme s'approcha d'un pas raide, les épaules voûtées, par le poids de la culpabilité. Culpabilité, réalisait Miss Marple, non pas pour ce que son fils avait fait, mais pour ce qu'elle avait contribué à cacher. « J'ai besoin de vous poser une dernière question. » dit doucement Miss Marple. Madame Edgecombe hocha la tête. « Quand vous avez vu votre fils avec M. Levington, avez-vous réellement été témoin d'une dispute ?»« Non, dit-elle. Je l'ai seulement vu assis à côté de lui dans la folie. Je me suis détourné. Et combien de temps après avez-vous appris le décès ? 1 heure, peut-être. J'étais de retour à l'intérieur. J'ai supposé qu'il s'était disputé, que c'était ce qui s'était passé. » Miss Marple hocha lentement la tête, mais il ne vous a jamais dit qu'il avait tué Levington. Madame Edgecombe pâlit. Il n'a pas prononcé ces mots. Il a juste dit qu'il y avait eu un incident, qu'il devait protéger quelque chose. Miss Marple tendit la main vers sa tasse. Je pense que votre fils essayait de protéger la mémoire de son père, mais pas du jugement de Levington, mais de la manipulation de quelqu'un d'autre. Madame Edgecombe leva les yeux, surprise. La voix de Miss Marple s'adoucit. Je crois qu'Edwin a trouvé Levington déjà mort, et Darla King déjà là. Elle l'a convaincu de garder le silence. Peut-être même lui a-t-elle fait croire qu'il avait causé la mort. Madame Edgecombe tremblait. Tu crois qu'elle s'est servie de lui? Je fais. La dernière visite de Miss Marple fut à la prison d'Exeter. Darla King, en attente de son procès, l'accueillit avec un sourire fin et ironique. « Vous venez de dire que je suis le méchant de l'histoire, Miss Marple. »« Non, ma chère, » dit Miss Marple en joignant les mains. « Je voulais simplement vous dire que vous n'êtes plus l'auteur du dernier chapitre. » Darla ricana. « Ce qui veut dire qu'Edwin Markham a lui-même écrit ses aveux. La vérité cette fois. Il les a remis aux autorités. Il s'est souvenu de tout et il a finalement cessé de te protéger. » L'expression de Darla se brisa, juste légèrement. Miss Marple se pencha. Et je crois qu'avec le temps, on se souviendra de Sebastian Levington, non pas comme d'un homme entouré de scandales, mais comme de quelqu'un qui a brisé son silence par la rime. De vous, en revanche,
On se souviendra de vous pour avoir tenté de l'effacer. » Darla détourna le regard. Miss Marple se leva, ajusta ses gants et partit. Une semaine plus tard, Supplément littéraire du Times a publié les derniers vers rimés de Levington récupérés dans leur intégralité grâce au témoignage d'Edwin Markham et à un brouillon survivant, découvert par le sergent Elwood sous le double fond du bureau. Le titre du poème final, La vérité la plus silencieuse. Les critiques l'ont qualifié de chef-d'œuvre de confession tardive, où la rime reprend possession de l'identité et où l'honnêteté triomphe de la réputation. Cela s'est terminé par ces lignes. Et si vous trouvez ces versets, déchirez. Sachez qu'ils ne sont pas nés du silence, mais par une voix autrefois faible, autrefois petite, cette rose est née lorsque la rime a survécu à tout. L'été s'achevait doucement à Little Withensford, et à mesure que les soirées d'août devenaient plus fraîches, le souvenir de la mort de Sebastian Levington commençait à s'estomper. Les villageois en parlaient maintenant avec un curieux mélange de distance et de fierté, une admiration sourde devant la façon dont leur hameau endormi avait accueilli une telle intrigue, et une satisfaction tranquille que toute l'affaire se soit terminée avec justice, sinon réconfort. Le Spotted Finch rebaptisa son poêlon citronné Comptine de Levington. Le pasteur consacra un sermon entier à la vérité comme acte de courage, avec un seul regard appuyé vers le deuxième banc, et mademoiselle Dorothea Mapplethorpe, dotée d'un timing impeccable et d'une mémoire fragile, affirma à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours soupçonné Darla King de tromperie poétique. Mais malgré toutes les subtiles réécritures de la mémoire locale, Miss Marple demeurait ferme. Elle n'avait pas besoin d'embellissement. Elle avait vu la vérité émerger non pas à travers le drame ou la violence, mais dans des choix plus discrets, la page cachée, le témoignage modifié, la pause devant un mensonge. Elle savait que c'était ainsi que le mal agissait le plus souvent, pas bruyamment mais progressivement. Une note brûlée, une strophe falsifiée, un silence là où aurait dû être la rime. Ce n'était pas le personnage le plus bruyant qui avait tué, ni le plus scandaleux. C'était celui qui pensait pouvoir éditer la vérité comme elle éditait ses poèmes, proprement sans conséquence. Mais la vérité, Miss Marple le savait, était comme le lierre. Taillé, brûlé, enterré, il trouvait toujours le moyen de repousser vers la lumière. Une semaine après la publication du poème, Miss Marple se retrouva une fois de plus dans la roseraie du manoir de Fairley, invitée par Madame Edgecombe à prendre le thé parmi les dernières fleurs. Le jardin avait retrouvé son rythme. Les abeilles bourdonnaient entre les fleurs, et l'air embaumait la terre chauffée par le soleil et la lavande. Quelques bannières de fête restantes avaient été discrètement pliées et rangées. La vie, avec toute sa domesticité obstinée, avait repris son cours. Madame Edgecombe versait le thé d'une main assurée. Ses mouvements étaient raides, non pas dus à l'âge mais à l'endurance, le chagrin d'une mère enveloppée d'une dignité tranquille. Edwin a accepté un poste d'enseignant. « Oh !» dit-elle. « Dans le Nord, petite université, anonyme. » Miss Marple hocha la tête. « Il a du talent. J'imagine que cette expérience lui fera du bien. Parfois, les plus petites étapes sont les plus propices à la guérison. » Madame Edgecombe détourna le regard. « Il ne veut pas me recevoir, pas encore. Il dit que c'est mieux ainsi. »« C'est peut-être vrai, » dit doucement Miss Marple. « Mais je crois qu'avec le temps, il comprendra que vérité et pardon vont souvent de pair. » Ils sirotèrent leur thé dans un silence convivial. « Tu as toujours su que ce n'était... C'est pas si simple, n'est-ce pas ?» dit Madame Edgecombe au bout d'un moment. « Je m'en doutais, » répondit Miss Marple. « L'aveu était trop facile, trop clair. D'après mon expérience, la vraie culpabilité est rarement claire. Tu as déjà vu ça ? Sous différentes formes, a-t-elle expliqué. Des gens tuent non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger les illusions des autres. La réputation peut être un mobile aussi mortel que la jalousie ou la cupidité. » Madame Edgecombe esquissa un sourire crispé. « J'ai toujours pensé qu'un meurtre était commis par un inconnu armé d'un couteau dans le noir. En fait,
Il s'agit souvent de quelqu'un qui a peur de perdre le peu de lumière qu'il lui reste. Miss Marple hocha la tête, puis se pencha pour cueillir un pétale tombé à côté de sa soucoupe. Vous savez, les rosiers ont une drôle de manie. Trop taillés, ils fleurissent plus intensément la saison suivante. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda Madame Edgecombe. « Cela signifie, dit Miss Marple, qu'il y a de l'espoir dans la taille. » Dans les semaines qui suivirent, le nom de Sebastian Levington fut discrètement réhabilité, non pas comme reclus ou excentrique, mais comme poète convaincu. Son dernier recueil, La vérité la plus silencieuse, fut publié à titre posthume par Carradine & Blythe, la même maison qui avait autrefois rejeté ses premières comptines. Ses ventes furent modestes, mais régulières. Plus important encore, il est devenu un sujet d'étude dans les cours de littérature, discuté non pas pour son style, mais pour son courage, la poésie comme témoignage, le vers comme confession. L'œil, journal dont les pages originales ont été restaurées, a été offert à la British Library par la nièce de Levington qui a hérité du manoir. Dans une lettre d'accompagnement, elle écrit que ceci ne soit pas lu comme le journal d'une mort, mais comme le réveil d'une voix. Miss Marple lut la phrase 2 fois et sourit. Par un matin calme de septembre, elle traversa le cimetière, passant devant des pierres tombales adoucies par la mousse et le temps. Elle s'arrêta sous l'if, où la plaque commémorative de Levington avait été fixée sur un banc de pierre incurvé. Sébastien Levington, poète. 10 heures de vérité. Que la rime demeure, car la rime révèle. Il avait été choisi parmi l'un de ses premiers vers, autrefois rejetés, ceux qu'il avait essayé d'enterrer, mais qu'il n'avait jamais vraiment abandonnés. Miss Marple s'assit sur le banc et laissa le silence s'installer autour d'elle. Elle pensa à Darla King, qui purgeait sa peine, mais pas pour meurtre. Elle serait à nouveau libre un jour, peut-être changée, peut-être pas. Elle pensait à Edwin Markham écrivant tranquillement quelque part sous un nouveau nom, construisant quelque chose d'honnête cette fois. Elle pensa à la folie, toujours, debout au fond du manoir Fairley, vidée de son secret mais jamais tout à fait innocente à nouveau. Et elle pensait au journal, celui que tout le monde avait essayé d'ouvrir, de lire, de modifier ou de détruire. C'était drôle, songea-t-elle, comme les gens considéraient la confession comme une monnaie d'échange, n'ayant de valeur que lorsqu'elle permettait d'acheter quelque chose. Mais la confession de Levington n'avait pas acheté le pardon, la gloire, ni même la vengeance. Cela avait apporté de la clarté. Et pour certains, en particulier ceux qui sont restés derrière, cela valait tout, tandis que les cloches de Saint-André commençaient à sonner doucement. Miss Marple se leva. Elle épousseta ses gants et retourna au village où sa nièce l'attendait pour le thé. L'épicier venait de recevoir une nouvelle livraison de confiture de prunes. Elle ne raconterait plus cette histoire. Pas maintenant, à moins que quelqu'un ne veuille vraiment l'entendre, et rares étaient ceux qui le faisaient une fois à l'excitation, pas assez. La plupart préféraient les histoires qui se terminaient avant que la vérité ne devienne trop complexe, mais si quelqu'un lui demandait, elle le dirait clairement, qu'un poète était mort, que son journal avait menti, que la rime avait été vérifiée puis retrouvée, et qu'en fin de compte le seul véritable indice avait été la nature humaine. Fin de la section 10. Conséquences, épilogue, une note du journal de Miss Marple. Facultatif. Il faut toujours se rappeler que les gens se révèlent le plus lorsqu'ils se croient invisibles. Dans le jardin, dans les vers, dans le silence. Le reste n'est que déduction, adoucie par la compréhension. J'aimais le courrier était arrivé tard ce matin-là, sous la forme d'une seule enveloppe épaisse, adressée d'une écriture familière et penchée. Miss Marple était assise dans son salon au motif de rose, une petite tasse de thé refroidissant à côté d'elle, tandis qu'elle brisait soigneusement le cachet de cire. À l'intérieur se trouvait une version composée de La vérité la plus silencieuse, qui en est maintenant à sa 3e édition. Sous la couverture se trouvait une note pliée. La lettre provenait de la nièce de Levington, Lucinda Fairley,
qui occupait désormais le manoir de Fairley, avec une aisance que le poète n'avait jamais eue. Chère Miss Marple, je voulais vous remercier encore une fois, non seulement d'avoir résolu le mystère de mon oncle, mais aussi d'avoir protégé sa voix. Vous trouverez ci-joint une nouvelle édition de son œuvre. Vous remarquerez le dernier ajout, le vers complet qu'il a écrit dans son journal, la veille de sa mort. Il avait été copié à la main et conservé par quelqu'un, improbable, mais c'est une histoire que vous connaissez déjà, j'imagine, dans son intégralité. Avec une profonde gratitude, Lucinda. Miss Marple sourit faiblement et tourna la page vers la dernière page. Le poème était imprimé sous un titre simple « Post-scriptum en rime ». J'ai vécu trop longtemps derrière la prose, là où la culpabilité silencieuse grandit dans l'ombre. Mais la rime, dernier fil d'espoir de ma vérité, je reviendrai parler quand je serai mort. Que ceux qui éditent les lignes le fassent à leur convenance, rappel. La ligne effacée porte ses fruits, car même s'ils ont essayé de me rendre, muet, le dernier couplet est toujours là. Miss Marple le lut 2 fois, chaque fois plus lentement, laissant la cadence s'installer en elle comme le dernier vers d'une berceuse. Ce n'était pas amer, pas même accusateur, c'était une affirmation. Un homme qui avait autrefois enterré le meilleur de lui-même par peur avait trouvé, dans son dernier acte, le courage de chanter à nouveau. Et Miss Marple avait simplement aidé à démêler les mesures de cette chanson. Plus qu'à. Tard dans la semaine, elle s'assit de nouveau dans le jardin du manoir Fairley. Lucinda l'avait invitée à prendre le thé sous la pergola, désormais ornée de rosiers d'automne. Le soleil était chaud, la brise douce, et la folie, toujours. Qu'intact, était désormais encadré non pas de lierre, mais de clématite et de silence. Lucinda versa le thé. « C'est étrange, dit-elle, comme le manoir paraît plus léger. » « La vérité a le don de purifier l'air, » répondit Miss Marple, « comme une tempête, une fois passée. » Lucinda lui offrit une assiette de sablé. « Croyez-vous à la rédemption, Miss Marple ?» Miss Marple regarda la tasse à thé bordée d'or dans sa main et sourit pensivement. « Je crois en la nature humaine. Autrement dit, oui. Mais seulement lorsque la rédemption se mérite et non pas s'offre comme du thé sur un plateau. » Lucinda rit doucement. « Je crois qu'il l'a mérité, finalement. »« Oh, c'est vrai, » dit doucement Miss Marple. « Il a peut-être corrigé les rimes de son journal, mais pas son âme. » Ce soir-là, Miss Marple retourna à Stourfield House. Le village était calme, ses ruelles voilées par une brume naissante, et la lumière de son salon brillait comme une lanterne dans un océan de calme. Elle a ouvert son propre journal et a écrit une dernière entrée. En poésie, comme dans la vie, les vers peuvent se briser, le rythme peut faiblir, et la vérité peut se cacher dans les pauses entre les strophes. Mais ceux qui écoutent attentivement, qui écoutent vraiment, peuvent encore entendre la rime, même lorsque d'autres ont tenté de la taire. Elle ferma le journal, joignit les mains et laissa le silence parler de lui-même. L'histoire était terminée, mais Miss Marple, toujours calme et vigilante, savait que quelque part, au-delà des haies et des bouilloires à vapeur, une autre histoire commençait déjà, et elle serait prête.